Et salut la communauté de Jeep. Salut. Vous l'avez entendu, Dan est là, salut Dan. Oh, Dan, il est au réveil, mais Votre, j'aime bien. Votre serviteur Volvi est là. J'ai pensé à un truc. Parce que déjà, ce podcast, j'ai eu l'idée. Ah mais totalement. Alors, je suis méga fier. Et Volvi a fait une approuvance. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas approuvé comme ça une de mes idées. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Petit sommaire comme d'habitude. On va parler un peu de l'actualité, mais ça va aller très très vite parce que voilà, on est un petit peu en période creuse au niveau des actus. Il y a eu assez peu de choses, il est vrai. Il y a eu les Playoffs Europe quand même. Non mais après, on fait notre page e-sport parce qu'il y a eu les Playoffs Europe. Hein? Vous voyez, ça c'est Dan, il fait style, il a pas fait de podcast depuis 2 ans et demi avec moi. Et enfin, on va Notre faire dernier podcast, il a de la barbe. C'est vrai. On va faire un petit débat, que je te laisse annoncer, Dan. Parce que c'est toi qui as eu l'idée. Oui, j'ai réalisé un truc. Au début, je me disais, quand je disais, ouais, c'est un bon sujet de podcast parce que ça porte à débat, machin, etc. Et ensuite, j'ai réalisé qu'en fait, c'était vrai. Mais est-ce que le fait que Ben Brode soit parti de Blizzard, et tous les autres, on dit Ben Brode parce que c'est lui qui a lancé le mouvement, mais il y en a 4 qui sont partis, 5 sur Hearthstone, il n'y en a pas tant que ça sur Hearthstone. Mais après, il y en a d'autres qui sont partis. Mais il y en a qui sont partis, mais je crois que c'est 4 parce qu'il y en a 4 qui bossent dans la boîte de Ben Brode, en comptant Ben Brode, et un stagiaire. Du coup, comme le stagiaire vient pas de chez Blizzard, moi je l'ai compté 4. Du coup, il y a Hamilton Chu. Oui. Qui est parti. Le grand Black qui était en charge de la charte graphique d'Hearthstone, des designs. Oui, que je me souviens plus du tout. J'ai pas le nom. Je suis désolé parce que j'ai vu la vidéo de Ben Brode, mais je suis désolé. Du coup, ça va être c'est pas raciste, mais ça va être un petit peu par ethnie parce que voilà, c'est facilement reconnaissable. Yewo, c'était un autre asiatique. Oui, c'est ça. Mais en gros, il y a une grande partie. Voilà. Surtout Ben Brode et Hamilton Chu. Voilà. C'est très très gros comme mouvement. Et du coup, la question est-ce que le départ de tous ces gens, qui est quand même monstrueux, on va pas se mentir, pour Hearthstone, ça peut détruire un jeu autant de départ. Est-ce que le départ de ces gens, au final, ça n'a pas été une bonne chose pour Armageddon? Parce que l'extension, elle est pas mal. Parce que la hype autour de l'extension, elle est très très solide. Ça, c'est vrai. Et parce que, Volvi, je te laisse donner le dernier point. Je vois pas de dernier point, je sais pas ce que tu veux me faire dire. Je dois bien t'avouer. À part le fait qu'il y a la hype, voilà, ça c'est Dan qui m'a lancé parce qu'il y a quelqu'un. Mais bon, on va parler de ça par la suite, parce que c'est vrai que il y a des arguments, il y a des choses à dire là-dessus. Peut-être que on rentre dans une nouvelle ère d'Hearthstone et on va en parler. Non, la dernière chose, c'était que quand t'annonces, je pensais que tu savais, on en a parlé, Volvi, moi je voulais mettre un peu de spotlight sur toi. Ah oui, mais tu m'as pris par surprise là. Oui, bah des fois tu me prends par surprise. C'était ma petite vengeance à moi. Tu me le fais à chaque fois, une fois. Et me dis tiens, je vais me venger. Comme c'est pour une fois, comme d'habitude c'est toi qui as les idées et c'est moi qui prends les surprises. Bah, cette fois, je dis on inverse jusqu'au bout. Non, c'est le fait que quand c'est quoi, c'est ton lead, ton face lead, parce qu'au final c'est ce qu'était Ben Brode. Hein. Ah oui, c'était l'image de Hearthstone carrément. Et ben il part. Du coup, on a beaucoup parlé d'Hearthstone, mais en dehors du monde d'Hearthstone. Et un autre truc, c'est que quand Ben Brode fait des vidéos, etc., il n'est pas du tout agressif envers Hearthstone, il continue d'en parler, il continue dans un sens de faire de la pub à Hearthstone. Du coup, est-ce que le départ de Ben Brode a fait une pub positive à Hearthstone? Au-delà d'Armageddon, mais de tout ce qui s'est passé. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Très bien. Bon, sans transition, vite fait, on fait les petites actualités. Alors les petites actualités, pas grand chose depuis le dernier podcast. Il y a eu la sortie de la nouvelle aventure, les puzzles
Il y a, bien entendu, si vous ne les avez pas finis, les solutions à la fois en écrit et à la fois en vidéo sur une news Judge Jeep. Si, il y a eu un drama, Volvi, et ça tu vas kiffer. Il y a eu un drama de streamer. Oui, il y a eu un drama de streamer. J'ai suivi ça de loin, on va en parler après. Tu nous feras un petit topo là-dessus. Voilà. Mais honnêtement, ça, c'est le. Moi, je fais les points méta, on va appeler ça le point Volvi. Parce que honnêtement, tout le monde s'en est relativement tamponné le slip de cette histoire. Mais Volvi adore ces petits trucs un peu croquants. Je suis un amoureux de la crocouille. Voilà, pas grand chose qui se passe en ce moment sur Hearthstone, c'est assez étonnant. On a l'habitude d'avoir plus de news. Il nous avait parlé de notamment un mode tournoi qui devait arriver en milieu d'année. On arrive, là maintenant on est en septembre. En milieu d'année dernière, ça peut arriver. Ouais, on est en septembre, toujours rien. Et puis en milieu d'année d'avant. Ouais. Et puis en milieu d'année d'avant. La Gamescom, on n'a rien eu. Non, la Gamescom. Voilà. Hearthstone a été très très. J'ai envie de dire pauvre, mais c'est pas pauvre le terme, mais absent. Bah totalement, c'est absent, c'est pas pauvre, c'est absent. Il y avait des trucs pour jouer à Armageddon, mais c'est tout. L'année dernière, on avait eu quand même des vidéos avec Aya. Mais là, on va pas se mentir, Blizzard sur août. Ils ont sorti Armageddon et ensuite ils ont fait bon, vous avez eu votre extension, maintenant nous on s'occupe de Battle for Azeroth. On va pas se mentir. Voilà, il y a beaucoup de choses chez Blizzard, il y a eu pas mal de choses sur Overwatch, pas mal de choses sur Heroes of the Storm, bien entendu la nouvelle extension, donc il y a eu des trucs sur Diablo aussi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que peut-être que ce manque de communication sur Hearthstone et le fait qu'il y a un peu moins de news sur Hearthstone, outre l'extension qui rentre dans un cycle classique, c'est peut-être dû effectivement à une gestion niveau société. Voilà. Oui, c'est aussi peut-être aussi des choix marketing où ils se disent l'extension est assez bien pour faire le travail toute seule et qu'on n'ait pas forcément besoin de faire une grosse com autour. Voilà. Il y a eu deux petits trucs. Dinayala qui dit non, mais on va pas nerfer druide parce que c'est pas la classe la plus populaire ni la plus puissante. Ouais, ça. Je me suis demandé dans quel pays druide c'est. Alors, moi, tu sais, quand j'ai vu ça, Volvi, j'ai fait comme une personne que tu connais bien, une crise cardiaque. Ouais. Il parle de mon papa. Non, attention, pas de blague. Hein. C'est pas bien. J'ai eu exactement la même réaction que ce que toi tu dis, genre en mode qu'est-ce qu'il dit lui, genre lui il bosse sur Hearthstone, et ensuite j'ai fait des recherches, mais des vraies recherches, hein. J'ai vraiment cherché et dans un sens vraiment, alors faut aller le chercher oui, au sein de l'orifice d'une vache, mais il y a un argument, c'est qu'au moment où il l'a dit, Druid n'avait pas le deck le plus populaire. Parce qu'au moment où c'est sorti, le meilleur win rate c'était Questrog et le plus populaire c'était Odrog. Du coup, au moment de sa news, tu peux dire que Druid n'avait ni le deck le plus populaire, ni le deck avec le meilleur win rate. Tu peux dire ça sur 48 heures. Non, mais si tu additionnes tout, c'est-à-dire que je l'ai fait, si tu fais la moyenne de tous les druides face à la moyenne de tous les voleurs, Druid a un meilleur win rate, et si tu fais la popularité de tous les druides face à la popularité de tous les voleurs, Druid est plus populaire, mais il n'avait ni le deck le plus puissant, ni le plus populaire. Par contre, quand tu additionnes tout, il pétait les scores. Du coup, c'est un peu vrai ce qu'il a dit Dinayala, c'est juste que il est bon en com. Oui, c'est ça, franchement, c'est quand même... je vais pas dire que c'est pas malhonnête. C'est pas. Non, parce que la façon dont il l'a tourné et il l'a présenté, ce qu'il a dit est vrai. Et franchement, si je vais le dire, c'est un peu malhonnête. Parce que c'est quand même totalement. C'est malhonnête vis-à-vis de ce que les joueurs attendaient. Voilà, c'est quand même totalement se foutre de la gueule du monde. Il y avait combien de joueurs au HCT ? Je crois que c'était 77. Non, je crois que c'était 82. Ah, tu sais comment je le sais ? Non. Parce qu'il y a 82 druides.
Ah bah alors du coup c'était 83 parce qu'il y a un joueur qui a pas pris druide. Ah oui, c'est ça. Oui, tu as totalement raison. Il y a un joueur qui avait pas druide. Donc 82 druides sur 83 joueurs. Il y a des druides, par exemple token druide. Il y avait plus de token druide joués que l'entièreté du nombre de paladins, que l'entièreté du nombre de mages, que l'entièreté du nombre de prêtres, et que l'entièreté du nombre de guerriers. Donc t'as un archétype, on peut même dire lui et le Maligos. T'as 2 archétypes de druides, seulement 2 archétypes qui ont été plus joués que 1, 2, 3, 4 classes, que 4 classes entières, avec tous les decks dedans, dans le tournoi. Mais je suis d'accord. Là, je suis d'accord sur ce que tu dis. Mais c'est sur vrai le ladder, quand on en fait avec moi, le seul ladder que je fais, c'est quand je fais les games du jour avec Dead. Parce que voilà. Oui. Mais il pourrait très bien monter légende. Alors vous arrêtez de vous moquer de lui, ok? Je vais peut-être le faire ce mois-ci. Vas-y, viens, je me motive. Bref, on rencontre que des druides. Donc quand je joue à haut niveau, je rencontre que des druides. Quand je prends mon compte en rang 18, ça pour le coup, c'est pas vrai qu'on rencontre que des druides. Parce que moi j'en suis. Je fais ma montée légende en vidéo ce mois-ci. Parce que j'ai envie de voir un peu où j'en suis quand je tryhard un petit peu pour le win rate. Et sur la vidéo qu'on a fait, on fait 5 games, il y a 4 druides. Et ben tu sais que j'en ai pas croisé tant que ça depuis. Ah bah. C'est-à-dire, je suis exactement à la fin de la vidéo aujourd'hui à 25-9. Ça fait 34 games. Et ben, je pense que j'ai croisé autant de chasseurs et de voleurs que de druides. Oui, c'est. Alors pour le coup, ok. Mais c'est parce que aussi les gens jouent autour de druides. Mais voilà. Mais il y a 2 trucs à prendre en compte. 1. Les classes que tu rencontres qui ne sont pas druides sont les classes qui sont fortes contre druides, puisque c'est chasseurs des frattles et voleurs quêtes. Et l'autre truc, c'est que, comme tu l'as dit, à un moment, quand on dit aux joueurs, les gars, il y a votre carrière en jeu, ok, on prend druide. Et Diniela, il dit non, mais druide, c'est pas si fort que ça. Franchement, y a rien dans les stats qui nous fait penser que druide, c'est fort. À part que t'as sur 83 des meilleurs joueurs d'Europe, 82 joueurs qui disent si, c'est tellement fort druide qu'on ne peut pas jouer sans. C'est à part un qui a voulu faire son hipster. Non, c'est parce qu'il a joué anti-aggro, honnêtement. Oui. Bah oui, mais il a voulu faire son hipster. Dans l'anti-aggro. Tout le monde joue druide. Et à côté de ça, il dit non, mais le deck le plus populaire, c'est voleur quête. C'est normal, c'est fait pour tuer druide. Notamment. Oui, non, mais c'est là que je dis qu'il y a un petit peu de mauvaise foi. Mais c'est vrai que si on parle de classe druide, oui. Mais si on parle de deck, le deck le plus inquiétant actuellement, c'est pas druide, c'est voleur quête. Ouais, mais tu vois, il a dit classe. Tu vois. Mais je suis d'accord. D'accord. Mais je dis juste que quand t'as une équipe de com derrière toi et que tu fais du marketing, parce que quand tu deviens la face de Hearthstone, je suis désolé, tu fais forcément du marketing et tu fais pas que du développement de jeu, même si ton métier c'est le développement de jeu. Je suis désolé Volvi, toi comme moi, des fois on a bossé sur des projets où on a fait des trucs qui n'étaient pas du tout dans le rôle qu'on nous avait demandé. C'est vrai. Et ben, des fois, t'es obligé de faire des annonces un petit peu litigieuses. Bon, alors son annonce, elle est carrément litigieuse. Mais c'est vrai que si on te demande une classe à nerf, tu dis bon bah les gars, peut-être toucher à druide. Et pas forcément à tout druide. Hein. Peut-être même que d'ailleurs, si tu nerfs l'inventrice gnome, ça suffit pour druide, qui redevient à peu près normal contre aggro. Ou alors peut-être qu'il faudra enfin faire en sorte que cette plaie envahissante coûte 8, ou que l'infestation ultime repasse à 4-4-4, ou que nourrir ce soit plus aussi fort que ce soit en début de game, en milieu de game, ou quand tu veux dans la game. Ou peut-être qu'en branchement, pour 4, avoir 2 effets qui, quoi qu'il arrive, comment tu les mélanges, valent plus que 4, c'est un peu un problème. Enfin, je ne vais pas faire le podcast entier là-dessus. Non, mais c'est ce que tu dis, en fait, ce qui ressort, c'est que il y a tellement de problèmes, ça peut pas passer par des nouvelles cartes qui arrivent, en fait. Malheureusement. Au final, ils arrivent à le faire. Pour l'instant, ils y arrivent. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que pour l'instant, ils arrivent à tenir druide. Le vrai souci pour moi, c'est que ce qu'ils disent pas, en fait, c'est que pour tenir druide, faut qu'il lâche des trucs encore plus débiles. C'est-à-dire que druide cassait le jeu jusqu'à ce qu'on découvre que Inventrice Gnome dans Voleur Quête,
c'était Bagdad pour quiconque affrontait voleur quête et que le voleur arrive à sa quête. Ça oui, il l'avait pas dit. C'est la meilleure classe jusqu'à ce que Chasseur fasse une sortie où il fait pièce œuf, puis il active le râle d'agonie, puis il active le râle d'agonie, puis cube, puis il active le râle d'agonie. Oui, voilà, il y a des trucs qui contre druide. Mais je suis désolé, regardez 2-3 games des HCT, bah je suis désolé, il y a des games, c'est Yu-Gi-Oh! Hein. Ah, c'est un peu ça, et voilà. Je trouve que c'était... Après, il faut savoir que c'est pendant une interview à la Gamescom, alors qu'il est sur le stream de Tice. Et du coup, c'était pas préparé, c'était pas une annonce faite dans un blog ou quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être... Certains ont dit, j'ai vu des gens dire que Dinayala a pas le niveau et comprend pas ce qui est en train de se passer dans Hearthstone. Je trouve que c'est un peu poussé. Bah alors, un, c'est un peu poussé, et deux, je pense pas qu'il ait besoin d'avoir le niveau. C'est une équipe, Hearthstone. Oui, ça sera jamais un mec. Donc même si un mec a pas le niveau, c'est sur l'équipe entière qu'il faut taper. Ouais, mais de toute façon, on en parlera après sur Ben Brod, mais de toute façon, Dinayala, c'est un peu le mec qui a repris le flambeau de la face qui vient parler pour Hearthstone après Ben, et bon, c'est un peu compliqué. Bon, on va pas parler plus de ça, mais les gens ont été un petit peu choqués. Au niveau des actus, à part si t'as quelque chose en plus... Ah oui, fais-nous le point streamer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le point streamer, d'accord. Le point le drama. Streamer, parce que je me disais maintenant on a une rubrique streamer, genre parle des streamers. Et bien aujourd'hui on vous présente un petit streamer du nord de la France. Non, c'est pas ça qu'on fait. Non. D'accord. Mais c'était marrant quand même. Salut Keun. Coucou Keun. Keun qui fait un podcast aussi, on devrait l'inviter. Keun qui fait un... Non, c'est pas un podcast, c'est une vidéo, parce que il est tout seul et ça dure 5 minutes. Mais il fait la même chose que moi, mais version vidéo. Il fait des points... Non, il fait pas des points méta, lui. Enfin, il fait des trucs toutes les semaines dans lesquels il parle de l'actualité du jeu. Alors moi, c'est différent, c'est plus de l'analyse écrite, et lui, c'est plus du résumé journalistique vidéo. Enfin bref. Mais c'est sympa, voilà. Le truc important, c'est que c'était sympa. Et ben, il y a eu un espèce de mini-drama entre Disguised Toast et Kripparrian. Donc, à eux deux, c'est quand même 40 000 viewers sur Twitch, les deux. Ouais. Donc, on parle peut-être du numéro 1 et du numéro 2 sur Hearthstone en ce moment. Peut-être. Peut-être que Tice est devant un des deux. Ouais, devant Krip. Mais on parle quand même de mecs qui, quand ils allument le stream, dans l'heure, ils ont 10 000. Voilà, pour situer un petit peu. Et ben, il y a Disguised Toast qui a été mis en avant sur le launcher Battle.net, et Kripparrian qui a fait un petit salty tweet en disant que Disguised Toast avait un petit peu graissé la patte de Blizzard pour y arriver. Ouais. Alors que Kripparrian avait été mis en avant de la même façon un mois avant. Et du coup, en gros, ce que disait Toast, c'est mec, pourquoi tu m'agresses alors qu'il y a un mois, c'était toi, et donc tu sais très bien comment on fait pour obtenir ce privilège. Et le meilleur moment du drama, c'est Reynad qui a débarqué sur Twitter. Meilleur message ever. C'est vraiment ça, les dramas e-sport, bordel de merde, le monde a besoin d'un nouveau Reynad. Et quand vous pèterez autant la classe, on vous invitera dans tous nos podcasts, les gars. Qui vous voulez. J'ai trouvé ça trop bien. Coucou. je viens, je pose mes balls et je tue tout le monde. C'était c'était classe, c'était beau, c'était chatoyant, c'était plein de skill et de sel. C'était en représentation au Théâtre National de Vienne jusqu'au 3 septembre. Voilà. Mais voilà, un peu funny. J'aime bien quand les gens se foutent sur la gueule, mais c'est vrai que ça aurait pu partir un peu plus loin. Honnêtement, c'était bon enfant, et ça va nuire ni à la carrière de l'un, ni à la carrière de l'autre, ni à la carrière de Reynad qui s'est permis de faire un commentaire en mode bon les gars, je vous rappelle que Monsieur Drama sur Hearthstone, ça a été moi pendant 3 ans, et là c'est nul. Voilà, c'était assez mignon, mais assez drôle aussi en même temps à suivre. J'avoue. Bon, alors,
pour les actus, on est bon. Je crois qu'on y est. Du coup, c'est le HT Fall Championship, la page e-sport. Du coup, l'événement, j'ai envie de dire, l'événement phare de la saison. Mais du coup, je suis perdu parce que ils ont marqué ça comme Fall Championship Qualifier. Mais en fait, c'est la qualification au championnat du monde d'automne qui auront lieu en octobre. Mais pour y accéder, on jouait la saison d'été des HCT. C'est ça, hein. Mais c'est la même chose que l'hiver qui a été joué au mois de mai. Et ce sera la même chose que l'automne qui sera probablement joué en décembre, Volvi. Ouais, il faut pas chercher à comprendre. Tu joues une saison et tu joues le championnat la saison d'après. Donc oui, la qualification à l'automne se fait en été, la qualification à l'hiver se fait en automne, etc. Ils ont juste décalé. C'est la deuxième fois, tu arrêtes d'être choqué. C'est tout. Tu manges une cracotte. Voilà. Alors, les qualifiés, on les balance direct. Des noms pas trop connus, à part un. Il y a eu un événement sur les 4 qualifiés. Il y a un événement qui ne s'était jamais produit. C'était produit une fois il y a 3 ans. Pardon. On a du coup Redman, Moyen, Atoul et Saint-Olol. Saint-Olol, voilà. Saint-Olol qui était au World l'année dernière puisque ça a été le vainqueur du Last Call Europe. Ouais. Et l'année dernière pour gagner le Last Call Europe, fallait pas dormir. Voilà. Last Call qui sera normalement gagné par Hunter Race cette année s'il se passe pas une catastrophe sismique entre temps. Par contre, absolument terrible ce qui s'est passé pour notre ami Casper Noto. Ouais, qui a failli encore une fois dire au monde d'Hearthstone, bon, maintenant il me faut un jeu à moi, s'il vous plaît. Mais il a eu la malédiction. Pour vous expliquer ce qui se passe dans ce tournoi, Hunter Race sur les rondes, il fait un sans faute. Et il perd la dernière, je crois. Oui, il perd la dernière. Ouais, oui, c'était le premier qualifié au top 8. C'était le premier où on savait, lui il est qualifié. Et derrière, c'était un double élim. Oui, c'est des poules GSL. Poule GSL, c'est ça. Et notre ami Casper Noto, il a fait 2 petits tours et puis rentre chez lui. Voilà. C'est ce qui est absolument terrible. T'es le premier au point pour te qualifier. T'es le premier dans le tournoi, donc tu trucs. Et derrière, pan, il n'y a plus rien. Mais du coup, c'est quoi l'événement ? L'événement, alors déjà, le premier événement, moi qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Sintolol, tu sais, les mecs d'habitude quand ils tweetent qu'ils sont qualifiés, c'est des tweets un peu classe. Ouais. Le tweet de Sintolol, c'était holy shit, comment j'ai fait, tout ce que je fais, c'est jouer à WoW. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que, en gros, bon, alors Sintolol, l'année dernière, honnêtement, en tournoi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu l'an dernier. C'est un mec qui, l'an dernier, a mis sa vie de côté pour réaliser son rêve d'aller au World. Il l'a fait. Big up, mon pote, c'est classe. Popo. Et cette année, il a dit c'est trop de boulot. Il s'est trouvé une très bonne équipe. Hein. Il est chez Genji, donc c'est vraiment très très fort. Mais cette année, il a dit bon les gars, c'est un peu trop là. Je vais aller au prélim, je vais jouer, etc. Mais je vais pas faire le last call. Battle for Azeroth sort. Il était déjà qualifié. Il dit bon c'est bon, je fais ma préparation un peu comme ça, mais je joue à WoW sous le pseudonyme Sintolicious, hein, la classe à Dallas. Et l'an dernier, ce qui est arrivé à Hunter Race, c'est arrivé à Saint-Olol à chaque prélim. C'est-à-dire qu'à chaque prélim, il débarquait. Ouais, je suis leader au point. Ouais, vas-y, dégage. Non, mais c'est pas très sympa. Et du coup, il l'a vécu. Et là, il débarque en mode. J'ai pas. Tu sais, c'est le mec qui débarque au bac sans avoir révisé. Donc, tu sais, c'est le mec qui fait l'impasse sur tout sauf un sujet à chaque fois. Et ça passe. Voilà. Après, Moyen était un petit peu la star montante allemande cette année. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Non, c'est un très bon joueur, mais qui fait pas partie des noms très très connus en fait. Il a le désavantage allemand, on va dire. C'est-à-dire que quand t'es allemand, t'es soit un monstre ultime, soit on te connaît pas trop.
Voilà, on dit l'Allemagne a quand même mis 2 joueurs au World directement la dernière fois. Oui, c'est vrai. Donc, oui, quand t'es allemand, malheureusement, il y a un petit peu de monde devant qui il faut passer pour être connu. Mais l'événement, c'est que à Toul, en fait, c'est un double événement, ce mec. L'événement numéro 1, c'est que c'est le premier Israélien à atteindre un championnat du monde, même si c'est le championnat du monde saisonnier et pas le championnat du monde complet. Ouais, mais ça compte. Mais c'est le premier. Et le deuxième événement, c'est que c'est le premier à être issu du circuit Challenger à y arriver. Eh bien. Solide. C'est la seule fois où il y avait eu un mec comme ça. C'était dans l'ancien système HCT. Oui. C'était Deepak Man. Bon, c'était il y a très longtemps. Mais depuis les Challengers, jamais un Challenger est arrivé top 8. Et jamais un Challenger s'était qualifié. Bah, le mec a fait les deux. Solide. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'on peut être un peu content quand même de notre roster européen pour ces championnats du monde d'automne. Honnêtement, c'est moins impressionnant que d'habitude. Ouais, de l'extérieur, c'est peut-être un des plus faibles que l'Europe a envoyé depuis très longtemps. Ouais, parce qu'il faut dire que l'Europe, à chaque fois, c'est des teams de All-Star qui partent. Hein. Ouais, ça fait depuis l'année dernière. C'est quand c'est des OH Colento RDU qui débarquent, moi je te dis dans le tournoi, j'ai pas vraiment envie d'y être quoi. T'es là en mode oh vas-y, prise de tête. C'est voilà, la dernière fois, sur le seul qu'il y a eu, on avait quand même Bunny au port, Viper, Tourna. Donc quand même sur les 4, il y en avait 2 qui avaient gagné un major avant. Enfin voilà, à chaque fois, tu regardes le palmarès des mecs, tu me dis mais arrête-toi quoi. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'à part Saint-Olol, qui est le vainqueur de l'Europe du Lascaux Europe l'année dernière, il n'y a que des stars montantes et un challenger. Parce que Redman est un peu une star montante en Russie. Mais on va pas se mentir, quand t'es russe, c'est un peu triste, hein, mais quand t'es russe, c'est groupé avec l'Ukraine. Si t'es pas Kolento, les gens s'en foutent un peu. Oui. C'est extrêmement méchant de le dire comme ça, mais malheureusement, c'est la vérité vraie. C'est genre, il y a Nerea qui a réussi à créer son propre nom. Mais si je vous demande de citer les 4 Russes, si je vous demande de citer les 4 Ukrainiens des HGG, alors il y a Kolento, il y a un pote à Kolento, il y a le mec que Kolento a coaché. Je l'ai dit Kolento déjà. C'est tellement ça. Bon. Maintenant, la douloureuse. Combien y avait-il de Français dans ce HCT? Beaucoup. Moins que l'édition d'avant, je crois. Mm-hmm. Mais du coup, il y avait Swedes, il y avait 2 Arma Team, parce que Maverick est belge. Ouais, mais on le compte. Voilà. Ouais, il y avait Felkain Vitz Maverick de Arma Team. D'ailleurs, Arma Team qui avait fait une énorme perf d'en mettre 3. Ouais. C'est très solide pour le souligner. Parce que du coup, comme Odemian ne faisait pas partie de l'équipe Arma Team HCT, puisque monsieur s'est marié, félicitations. Hashtag félicitations. Voilà, Arma Team, c'était Vince, Felkain et Maverick qui étaient alignés en HCT. Et les 3 ont fait prélim. Du coup, respect. Ouais. C'est une des rares teams qui a mis ses 3 joueurs au prélim. Ensuite, il y avait X-Blaze, du coup, qui est toujours Manticore. Il y avait... Oh, je les ai pas sous les yeux, du coup, je me rappelle pas de tout le monde. Mais il y en avait, je crois, 6 ou 7. Oui, il y avait du monde. Il y avait 10 démons qui étaient là, toujours. 10 démons, le roi du goudron. Il y avait 10 démons, il y avait... Je sais plus, il est français, Exilesmas, non? Oui, Exilesmas qui avait gagné qui était qualifié des challengers, pardon. Voilà. Voilà, donc, quand même, du joueur français. Et du coup, ils ont fait quoi, les joueurs français? Bah, comme d'hab. Voilà, ça change pas, ça. Ça commence à être... Moi, je vais faire la nuance de Volvi, parce que Volvi, il fait le journaliste chauvin qui est là pour être déçu des joueurs à la sortie des matchs. Moi, je vais pas vous mentir, je m'en fous complètement. Les Français font des perfs, les Français font pas des perfs. Moi, je vais vous dire, de mon point de vue, les joueurs qui doivent perf, moi, ça m'intéresse plus les prélims américains, parce que j'ai 2 joueurs là-bas, que les prélims Europe cette fois-ci, puisque Trek s'est raté à 2 points. C'est vrai.
Truc qui est bien parti d'ailleurs avec sa victoire dernièrement. Mais non, mais pour d'un point de vue de la France, encore une fois, on en qualifie plein. Encore une fois, on n'en a pas un seul qui va sur le top 8. Même pas qualifié, c'est top 8 quoi. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand on n'arrive pas à avoir un joueur français? Le dernier, je crois que c'est 10 démons, il y a dans des temps immémoriaux. Top 8, c'est Anact. L'an dernier. Ah oui, il y a Anact. C'est vrai, il y a un an et un prélim. Ça date un peu quand même. Ouais. Mais mince, comment ça se fait qu'on ait à chaque fois autant de joueurs et que ça passe pas quoi? Parce que ça fait 2 fois qu'on a beaucoup de joueurs, qu'on est une des nations les plus représentées, devrait à un moment un qui passe. On a des joueurs qui sont là tout le temps. Le pauvre Switz, ça fait combien de fois qu'il fait 5-2? C'est un sacré nombre de fois. Et que ça passe et que ça passe à un poil de zigouigouis. Honnêtement, j'ai pas tant de doute que c'est un moment pour Switz, ça va passer. Moi, Switz, mais en plus, il est bordelais, donc hashtag chauvinisme de la ville. Franchement, mais je me dis, mais quelle force mentale il doit avoir pour continuer, quoi, parce que c'est tellement à chaque fois un poil de fesses. Quelle force mentale il doit avoir pour continuer? Tu s'est quand même fait pas mal d'argent. Ouais, mais t'es pas là pour l'argent. Bah honnêtement, ça reste son métier en fait. Ouais, enfin, il fait des études, il fait des trucs à côté, Switz quand même. Hein. Oui, mais maintenant il est dans une grosse équipe, la Team Genji. Et quand tu faisais 5-2, si t'étais top 16, c'était quand même 3750$. Du coup, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit. Hein. C'est honnêtement, si tous les 3 mois tu te fais presque 4000$, même si tu vas pas au bout, moi je pense que t'es ok avec le fait. Ce qui part avec les impôts, c'est pas un métier. Je peux te dire que ta team elle est sacrément déficitaire. Donc le truc, en fait, le truc c'est que d'un point de vue financier, en lui-même soit déficitaire. Non, parce que je pense que l'équipe paye, mais même tu vois. Après, moi c'est particulier. Pour le dire, je suis pas quelqu'un qui ait eu, je suis pas Rothschild, mais j'ai jamais eu besoin particulièrement d'argent. Je suis pas quelqu'un dans le besoin, donc c'est peut-être, ça fait peut-être très prétentieux ce que je vais dire, mais quand tu joues à Hearthstone, même quand tu t'es pro et tout, t'es là pour l'argent. Non, t'es pas là pour l'argent. Même quand t'es un fouteux, est-ce que tu le fais pour l'argent? Oui, tu sais, les mecs qui vont à la Coupe du Monde, est-ce qu'ils le font pour l'argent, pour la prime Non, mais les mecs qui vont à la Coupe du Monde, en général, ils ont passé l'étape où ils étaient là pour l'argent. Peut-être. Je sais pas, moi, Après, tu vois, moi, j'ai des exemples comme, tu sais, Shaquille O'Neal, qui avait passé son salaire au minimum pour que son équipe, au minimum possible, en fin de carrière en NBA, juste pour que son équipe puisse prendre des autres joueurs. Et lui, il voulait juste être sur le terrain il voulait juste être sur le terrain parce qu'il aimait jouer. Tu vois, bon, moi c'est cette image, et l'e-sport c'est cette image que je veux, c'est ce truc de gagner. Alors me dire, ouais mais le mec ça va, il gagne de la thune. Moi en tant que compétiteur, je passe 3 fois à un poil de cul d'affilée. Je peux te dire, je pète un câble. Hein. Non mais c'est dur moralement de se dire à chaque fois je suis pas loin, etc. Mais d'un point de vue, c'est mon métier et je suis en train de devenir joueur pro et de créer ma carrière. De ce point de vue-là, ça va. Non, t'as raison, ça console. C'est un peu la consolante, c'est une belle consolante. Mais voilà. Au niveau du gameplay, j'ai regardé. J'ai trouvé que c'était moins exceptionnel que la fois d'avant. Ben en fait, c'était l'un des fils les plus aggro depuis très longtemps. Du coup, forcément, comme c'était plus aggro, il y avait moins de place au play exceptionnel en fait. Fallait juste bien jouer. Mais c'est même pas play exceptionnel, c'est que je trouve qu'il y a eu plus d'erreurs. La preuve que l'aggro apporte beaucoup en fait dans un jeu de cartes, parce que même les bons joueurs et les joueurs contrôle, j'ai vu des erreurs, des trucs où j'étais là genre mais quoi? Et où c'était même pas genre un choix ou non, c'était purement des misplays. Parce que tu as ce côté, ce mec qui t'agresse, le fait que justement t'as pas le droit à l'erreur. C'est pas comme un match de contrôle versus contrôle où c'est plus lent, où c'est plus réfléchi, où tu penses sur le temps.
Tu vois, Alors, je trouve que c'était plus sympa à regarder, mais du coup, plus sympa à regarder aussi parce que il y a eu des failles un peu plus que sur celui d'avant où vraiment mais c'était à chaque fois absolument incroyable à voir, quoi. il y a un truc dont on parle pas souvent quand on parle de jouer aggro, c'est des mecs qui doivent jouer contre aggro. Jouer contre aggro, il y a une énorme notion de prise de risque et d'accepter le risque ou pas. Je s'explique. Quand tu joues contre un deck aggro, il y a énormément de fois où tu es obligé de te dire ok, bon, s'il a cette carte, il va trop vite et je perds la game. Et du coup, tu passes en mode ok, cette carte n'existe plus. Du coup, évidemment, quand l'adversaire la pioche, la carte, bah, de l'extérieur, tout le monde se dit eh, mais il est nul, il a pas pensé au fait qu'il pouvait avoir cette carte. En deck contrôle, ça n'existe pas. En miroir de contrôle, tu es là pour créer et générer le maximum de value possible à n'importe quel moment de la game. Donc les choix sont toujours orientés de la même façon. Combien de value je peux générer? C'est pas du tout la même chose quand tu joues contre un aggro. Quand tu joues contre un aggro, tu as énormément plus de choses qui entrent en compte que il faut que je maximise ce paramètre. Donc je pense que jouer contre aggro est beaucoup plus dur que jouer contre contrôle. Et du coup, à regarder, ça peut donner des matchs beaucoup plus intéressants. Et en plus, je rajoute à ça, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, Den. Et il y a un truc en plus, c'est que on se rend pas compte de l'impact psychologique de jouer contre un mec qui joue aggro et qui t'explose la gueule. Mais je vous garantis que quand vous êtes en train de jouer votre place pour le tournoi le plus important de votre vie, parce que pour 99% des joueurs, se qualifier à l'étape d'après, c'est-à-dire les championnats du monde régionaux, enfin les championnats du monde de saison, c'est le tournoi le plus important de leur vie. Hein. Voilà, il y en a, ils sont habitués, les Thaïs, etc. Ils sont en mode, bon, bah c'est encore un, quoi. Je verrai le mois prochain, au pire. Mais il y en a certains, c'est leur vie. Hein. Voilà. Et ben quand tu dois faire ça avec 30 PV, c'est pas du tout pareil que quand tu dois faire ça avec 6 PV. C'est exactement ça. Et quand tu vois il y a même quelque chose, ces joueurs d'aggro qui vont te mettre des sorts dans la tête. Il y a des trucs, en fait, qui, nous, en tant que coach, tu sais, nous, ça nous arrive en tant que coach de dire, non, mais pas ce sort, ça sert à rien. Tu vas, là, tu perds juste une carte alors que tu aurais pu jouer le sort à un autre moment. Et t'es juste en train de cramer des ressources. Ça n'a aucun sens sur ladder de faire ça. Ne fais pas ça. Mais dans des tournois comme ça, certains joueurs le font exprès, juste parce que même si sur le board c'est un moins bon play, la pression que ça met sur certains joueurs vont les amener à faire plus d'erreurs parce qu'ils vont peut-être sur-read la main, surlire la main, se dire ok, il y a ça, il faut absolument que je fasse ça, etc. Et ça joue. Je trouve que c'est beaucoup plus proche du poker dans le fait de jouer l'adversaire. Et quand tu joues contrôle, il y a aussi le fait que des fois, par exemple, les joueurs de Vollerket, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, juste après les prélims, hier soir, il y a Phénoméno qui a allumé un stream et ils ont fait Paladin impair contre Vollerket. Ils voulaient voir lequel des deux était favori. Et à un moment, il y a Seiko qui dit « Et si on balançait Sonia à poil ?» Et tout le monde fait « Mais t'es un ouf et tout !» Et il y a Seiko, il dit bah, « Est-ce que Sonia, elle vaut pas 2 PV ?» Vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui vient de proposer de balancer la meilleure carte du deck pour 2 PV? Quand tu joues contre un aggro, des fois, t'en es là. T'en es à te dire ok, je gagne pas si le mec misplay pas. Alors comment je force le misplay? Bah, c'est peut-être en balançant la meilleure carte de mon deck et en espérant qu'il fasse n'importe quoi. Des fois, on en est à un point où le niveau n'a plus d'importance. Le but, c'est de faire rater l'autre, sinon tu ne gagnes pas. Et du coup, des choses qui peuvent être vues comme des misplays, on sent pas forcément du point de vue du joueur aggro. C'est des trucs qui, dans un deck contrôle, les misplays, tu les vois. C'est ah bah il a pas joué la carte RNG avant de jouer l'autre. Ah bah il aurait pu générer plus de value sur cette carte. Ah là il a peut-être joué ça trop tôt. Mais contre un aggro qui a 4 cartes en main et t'es à 8 PV, c'est tellement subjectif de dire c'est un misplay ou c'est pas un misplay. Genre, joue contre match tempo, et les 4 cartes dans sa main, c'est 4 créatures, et ensuite joue contre match tempo, et les 4 cartes dans sa main, c'est boule de feu, éclair de givre et 2 dégâts aléatoires. Vas-y, c'est quoi qui est un misplay et qui est pas un misplay? Il y a ça, et puis il y a le fait aussi qu'il faut penser que c'est des BO5, et que sur un BO5, prendre certaines plays pour donner des... Parce qu'à ce niveau-là, faut bien comprendre que on joue pas des matchs où, une fois que le match est fini, ça repart. Hein. On comprend l'adversaire.
on joue l'adversaire. Non, et puis quand t'es en stream, il y a des pubs, il y a des pauses. Voilà, entre chaque match, il y a facilement 3 à 4 minutes. Voilà. 3 à 4 minutes, ça cogite. Hein. Le fait est que des fois, il y a des matchs qui vont être perdus, mais qui vont aider la personne sur le match en entier. C'est-à-dire que la manche est perdue, mais peut-être qu'il va rendre son adversaire un peu trop cautious, parce qu'il va beaucoup trop fort. Ou pas assez, parce que il a joué trop, il a joué de manière un peu, sachant qu'il avait perdu un match, il a décidé de jouer très très contrôlé pour lui dire regarde, je suis ce style-là. C'est très intéressant quand on n'est pas sur des doubles contrôles. Justement, les joueurs, je trouve, prennent un peu plus de valeur que quand on est sur du full contrôle de tous les côtés. Et moi j'ai un dernier truc pour l'aggro, c'est que la sensation de t'être fait déboîter T4 par une sortie full aggro, bah, tu la retrouves pas quand tu joues un miroir de contrôle. Quand tu joues un miroir de contrôle, eh ben, tu peux analyser ta défaite. Tu peux dire, ah, j'ai mal fait ça, ah, ça, j'aurais dû faire mieux, machin. Quand voleur impair, il te fait taupe sans froid, into écuyère sans froid et qui te démonte, t'es juste en mode, vas-y, je me lève, je vais le taper, le mec en face. Et il y a des robots, hein. Il y a des robots, hein, mais pas tout le monde. Tu peux rien y faire. Il y a des gars qui sont totalement robotisés et ils sont en mode bon bah c'est pas grave, c'est normal. Ils le prennent 2 fois d'affilée, ils sont ok. Mais en réalité, c'est pas la totalité. Et faut pas croire que les joueurs sans émotion sont les meilleurs joueurs. Je pense que tout le monde peut être d'accord pour dire que le meilleur joueur actuellement au monde c'est Hunter Race. Il faut vraiment que tu arrêtes de dire Hunter Race. C'est Hunter Race, il n'y a qu'un seul R. Ouais, putain. Mais oui, c'est. Bah, Rastan, ça c'est le sud. C'est Hunter Race. Mais Hunter Race, c'est un gars qui est très soumis aux émotions. On l'a vu tilter, hein. On l'a vu s'énerver, on l'a vu se. En même temps, il a 17 ans, quoi. Ah, il a fait 18, je crois, mais oui, il est très jeune. Mais du coup, ça veut pas dire que ne pas avoir d'émotion, c'est être un meilleur joueur. Ça a rien à voir. Mais voilà, ça peut jouer. Donc c'était vraiment, je trouve, plus intéressant à regarder parce qu'il y avait des erreurs. Et je trouve que quand il y a des erreurs, c'est con à dire, mais je trouve que la perfection est pas très très intéressante à regarder sur un jeu de cartes. Bah, si, c'est intéressant à regarder de temps en temps. Oui, pas tout le temps en fait. Mais sur un week-end de 2 fois 8 heures, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est lassant. Ou avoir tout le temps les mêmes choses, les mêmes trucs qui se répètent. Moi personnellement, ça me fait très très vite chier. De voir tout le temps les mêmes matchs. Donc voilà, c'était assez cool. Et voilà, on peut juste dire que les cartes qui ont été le plus jouées, parmi les légendaires, c'était Kelly 7, suivi de Malfurion, Zola et Baku. Voilà, et du Leroy, pour dire que voilà, hein, presque les 7 et Leroy dans les 5 meilleures cartes jouées, cartes les plus jouées, ça prouve que c'était aggro. Et la carte qui a été le plus jouée d'absolument tout le tournoi. T'as les stats devant toi ou pas? Non, mais je peux aller les chercher. Non, vas-y, essaye de deviner c'est quoi la carte qui a été le plus populaire du tournoi en entier. Elle est assez simple à trouver. Bah, j'ai envie de dire l'inventrice gnome, mais. GG l'inventrice gnome qui était jouée dans près de 170 decks sur 340. Vous faites le calcul, c'est monstrueux. Voilà. C'était chaud. Est-ce que tu as autre chose à dire là-dessus? Semaine prochaine, on a encore du HCT avec les HCT Amérique. Et la semaine d'après, on en a encore aussi. Eh bien, ça va faire plein de HCT duquel on va parler. C'est comme d'habitude, en fait. C'est ça qui est cool. Mais oui, il y a un truc. Ah. C'est que c'est également la première fois que la proportion de decks soumis et la proportion de decks qualifiés est quasiment exactement la même. Oui. C'est l'aggro était le plus représenté. Bah, ils ont mis 2 decks. Contrôle était le moins représenté. Ils ont mis un deck. Anti-contrôle était le deuxième représenté, ils ont mis un deck. C'est la première fois que les stats sont respectés dans un tournoi de cette envergure. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est rare en plus. Les stats sont souvent pas les mêmes à la fin qu'au début, bah là si.
C'est plutôt cool. Bon, c'est le débat. Est-ce que le fait que le mec le plus important de la franchise parte de la franchise est bien pour l'avenir de la franchise? J'ai beaucoup dit franchise. Oh, moi j'aime bien la franchise. Alors, la question qu'il faut se poser, je pense, il faut pour bien répondre à cette question, c'est qu'est-ce que Ben Brode apportait réellement à Hearthstone? Moi, personnellement, j'ai un avis. C'est que s'il a fait beaucoup sur Hearthstone au début, notamment parce qu'il était dans la team de développeurs avec Cora Jones sur WoTCG, et Brian Kibler, hein, Oui. J'ai l'impression que ça faisait déjà un certain temps que Ben Brode, il était plus à sa place sur Hearthstone. Il avait bossé, talent, des trucs obscurs dès le début. il avait lancé le système, il avait fait des bons systèmes, il avait des systèmes auxquels il était attaché, mais le jeu évoluant, j'ai l'impression qu'il avait un peu de mal à évoluer avec, et que c'est pour ça qu'il a laissé la main. Du coup, pour moi, Ben Brode à la fin, à part être le capital sympathie et une espèce de machine à vendre, parce que ce mec est beaucoup trop sympathique, son rire, je suis sûr qu'il rit dans une salle, toutes les femmes enlèvent leurs culottes et lui sautent dessus. Personnellement, j'ai l'impression que Ben Brode apportait plus grand chose à Hearthstone sur les derniers temps. Du coup, je pense que, effectivement, le fait que Ben Brode s'en aille et qu'il n'y ait plus cette espèce de mastermind au-dessus de tout le monde, qui était peut-être un petit peu dans son propre délire encore et voulait pas évoluer avec, alors que le mec connaissait très très bien son jeu. Hein, ça, je dis pas qu'il était incompétent du tout. Hein, je dis juste que il avait pas l'idée des teams de développement au niveau des cartes, etc. Je pense que ça a fait du bien au jeu. Pas de suite, mais dans le futur. Ça, c'est mon avis. Den, à toi, et après on discute. Putain, moi je dois passer après ça, quoi. Bravo, je fais quoi, moi? Mais quoi? Le mec, il a un avis développé, thèse, antithèse, synthèse, c'est bon, quoi. Moi j'ai eu l'idée, et maintenant après, faut que je parle en deuxième. Bon, alors, dis-moi, tu en penses quoi, toi? Non, moi, le truc qui m'a le plus choqué. Alors, c'est une question auquel j'ai pas la réponse. C'est le seul truc. C'est je ne sais pas à quel point Ben Brode a été impliqué dans Armageddon. Mais au final, quand on regarde de l'extérieur, Armageddon est en termes de qualité largement au niveau des autres extensions. Mais oui. En fait, il y a deux trucs qui me choquent dans tout ça. Le premier, c'est que en fait, il y en a un très positif, c'est que Armageddon est au final à peu près au niveau de toutes les autres extensions. C'est-à-dire, elle est tout aussi plaisante à jouer. Hearthstone n'a pas perdu de joueurs. La scène compétitive est plutôt contente du méta-tournoi, etc., etc. Et en même temps, c'est la première fois que deux extensions se ressemblent autant. Parce que je suis désolé, mais Armageddon et le Bois Maudit, c'est copier-coller. Ou je me trompe? Pas forcément, mais j'aimerais bien que tu développes là-dessus. Eh ben, pour moi, c'est copier-coller parce que c'est les mêmes decks avec juste quelques cartes dedans. Armageddon n'a pas amené de deck. Il n'y a pas de deck. Armageddon, à part guerrier, impair, il a mis les mechas. Mais guerrier impair existait déjà avant. C'est juste qu'il a mis d'autres cartes dedans. Mais en fait, ce que je me demande, c'est juste à quel point, en fait, il y a besoin d'avoir des leaders et des gens qui font vendre le jeu, ou est-ce que Hearthstone n'est pas déjà, en fait, au niveau, pour un jeu de cartes, d'un World of Warcraft ou d'un truc comme ça, et où il n'y a plus besoin de vendre le jeu. Le jeu se vend tout seul, ça y est. Oui, comme Magic où il n'y a plus Richard Garfield. Voilà. C'est...
pour moi, c'est assez fou de se dire que ça sort en même temps que Battle for Azeroth, donc c'était clairement pas la priorité de l'équipe. Ça sort au moment où toutes les figures emblématiques du jeu s'en vont. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ça sort quand même au milieu des polémiques et des gens. Y a pas mal de gens qui disaient Hearthstone va pas bien, l'extension maintenant on s'ennuie, c'est trop lisse, etc. Donc les casus étaient pas contents. La scène compétitive avait tendance à dire c'est bien, vous avez rééquilibré le power level, mais il faut quand même attendre que l'année d'avant parte. Du coup, cette année, c'est une année de transition, on s'ennuie, etc. Et au final, depuis qu'Armageddon est sorti, il n'y a plus une seule critique qui tourne. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il s'est passé un truc que tout le monde a loupé et Blizzard nous a fait le coup marketing le plus classe de ces 20 dernières années? Ou est-ce que au final, le fait que Ben Brode parte et que Hearthstone se recentre en fait sur Hearthstone et pas sur les gens qui le font, est-ce que c'est pas exactement ce dont avait besoin le jeu? Peut-être. Après, moi je peux poser une question. À quel point c'est fait exprès? Et oui, et évidemment, il y a cette question en sous-jacente, en catimini. À quel point ils ont prévu le départ de Ben Brode et à quel point il y a une stratégie marketing autour? Parce qu'il faut pas me faire croire que Ben Brode il est parti et que Blizzard a rien prévu pour derrière. Évidemment qu'ils l'avaient prévu le départ, évidemment ça fait un moment qu'ils essayent de le gérer, qu'ils essayent de faire des plans, des choses comme ça. Donc ça existe. Mais juste à quel point Hearthstone en avait besoin et à quel point Blizzard s'y était préparé. Moi c'est ça les deux questions. Et j'y répondrai pas. Vous ferez des dissertes dessus jusqu'au 14 mars 2013. Le truc, c'est que qui a repris le flambeau, en fait, de Ben Brode? C'est ça que je trouve vachement intéressant. C'est qu'en fait, tout le monde se tourne vers Dean Ayala en mode ouais, il a repris le flambeau, il est pas aussi charismatique, etc. Mais est-ce que c'est pas voulu, justement? Est-ce que c'est pas voulu de justement avoir un mec dont les gens vont pas se souvenir quand ils vont parler d'Hearthstone et dont les gens vont juste parler d'Hearthstone? C'est ça, c'est peut-être que ils veulent tuer l'image du créateur pour avoir l'image du jeu. Que la personne soit pas plus célèbre que le jeu, quelque part. Ce qui s'est passé pour plusieurs choses. Je suis pas convaincu. Moi, je t'avoue que je sais pas, je sais pas trop. J'attends beaucoup la suite. Et par contre, j'attends beaucoup la suite. J'attends beaucoup la prochaine extension. Ça va déjà commencer et surtout l'année prochaine. Parce que je pense que pour l'instant, on peut pas tout voir, toutes les résultats, les imbrications voilà, c'est exactement le mot que je cherche. Les départs du départ de Ben Brode, en fait, parce que on le sait, là ils sont en train de bosser sur l'année prochaine. Là le dernier set, quand Ben Brode est parti, Witchfoot était sorti, Armageddon c'était déjà terminé. L'autre set était déjà quasiment terminé aussi et était en train de passer dans les mains des final designers. Là voilà, là on a notre ami Chucky qui est en train de bosser sur la prochaine extension. Mais ils y bossent déjà depuis un certain temps. À chaque fois, c'est toujours comme ça. C'est les extensions, quand elles sont annoncées, il y a déjà l'extension d'avant qui est en train d'être testée, d'après plutôt qui est déjà en train d'être testée. Donc, quand on voit la manière dont sont faites les extensions, etc., il y a sûrement encore beaucoup de la mainmise de Ben Brode sur ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a un bon effet marketing? Je suis personnellement pas convaincu, parce que je suis pas convaincu
que la plupart des gens en aient beaucoup de choses à foutre. Je pense, si peut-être, parce que comme c'était l'image, les gens qui avaient des problèmes avec le jeu, genre jeu de merde, RNG, nanana, en voyant partir Ben Brode, ils se sont peut-être dit ça y est, ça va être différent, ça va être un jeu full skill, nanana. Il y a peut-être un peu de ça, mais purement au niveau du jeu, du gameplay, etc. Je pense que c'est qu'à partir du prochain set et surtout de l'année prochaine, on va vraiment avoir un jeu qui sera plus du tout impacté par tout ce qu'a fait Ben Brode. Et ben moi je pose encore une dernière question. On pose des questions, c'est un débat question. Hein. À ton avis, Volvi, pour l'instant, mettons, on dit que le départ de Ben Brode est assez bénéfique. À quel point, quand il va sortir son jeu, ça va impacter Hearthstone? Ah, ça c'est une bonne question. À quel point, ça c'est peut-être le truc où ça peut péter. À quel point la sortie de Second Diner, du premier jeu du second dîner, la boîte du coup avec Hamilton Chou, etc. À quel point ça va toucher à Hearthstone. Est-ce qu'ils vont sortir un jeu de cartes? Est-ce qu'ils vont sortir un jeu de plateau? Apparemment c'est du jeu vidéo. Est-ce que ça va être comme du Hearthstone? Est-ce que ça va être totalement différent? Mais si c'est comme du Hearthstone, à quel point là il pourrait y avoir un véritable préjudice à Hearthstone. À l'inverse de là où on peut penser qu'il y a peut-être un peu un avantage. Ça, alors, à mon avis, vu que ça vient d'être monté, etc., on n'aura pas de jeu avant 2 ans au moins. Je sais pas. Parce que ça met du temps quand même à développer un jeu vidéo. Oui. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé très drôle pour ceux qui l'ont vu, la vidéo de présentation de Ben Brode, de l'équipe. Et ben, c'est 5 mecs dans le salon de Ben Brode. Les mecs ont refait Team 5, clairement. Il y a un peu de ça. Oh, c'est pas un peu de ça, c'est 5 mecs dans un salon, je suis désolé, c'est Team 5. Ils ont juste changé le stagiaire. Pour ceux qui sont pas au courant, Team 5, c'est l'équipe qui s'occupe de Hearthstone, qui au début était une équipe... Le nom de l'équipe d'Hearthstone. Était une équipe très petite. Elle s'appelait Team 5 parce que c'était la 5e équipe de développement, parce qu'ils étaient 5, et parce que Hearthstone c'était du coup le 5e jeu à avoir une équipe de développement. Parce qu'il y avait déjà les équipes de développement pour World of Warcraft, Starcraft, enfin l'équipe RTS, Diablo et la 4e équipe qui bossait à l'époque sur ce que deviendra Overwatch, qui était le projet Titan. Donc c'était l'équipe 5. Et effectivement, il y a un peu de ça. On le sait que c'est un mec qui bosse comme ça. Faudra voir. Mais tu vois, je pense que ce que tu as dit est pas faux. Il y aura peut-être plus de préjudice sur le long terme que d'avantage au départ de Ben Brode. Mais en tout cas, je pense que sur Armageddon, c'est un gros avantage. Oui, peut-être juste d'un point de vue... je pense pas d'un point de vue au niveau des cartes, etc. Parce que voilà, t'es d'accord avec moi sur le fait que bon, bah, il y a sûrement encore sa patte là-dedans. Ben, il y a encore sa patte, et sans vouloir manquer de respect du tout à Ben Brode, c'est pas un mec qui fait une extension. Non, c'est ça. Donc je pense pas que ça touche, mais peut-être que effectivement ça a fait un peu du bien au jeu niveau marketing. Parce que bah justement, tu sais, c'est comme une équipe de foot qui perd tout. Le coach il y est pour rien, mais c'est toujours lui qui saute. Oui. Bah peut-être qu'il y a un peu de ça avec le départ de Ben Brode. Pas autant parce que ça allait pas mal en soi, mais il y a peut-être un peu cet effet-là du coach qui saute. Voilà. Moi j'ai plus rien à ajouter. Si tu as des choses, je t'en prie. Non, on a fait un podcast d'1 heure. C'est ce pourquoi Judge nous paye 5000 €. Ouais. Du podcast, hein. Oui, que les podcasts, hein. On parle de... Non, parce que les articles que j'écris, c'est 5000 de plus. Les vidéos que Volvi fait, c'est 5000 de plus. Et quand on donne toutes les solutions des puzzles, c'est 5000 le puzzle.
Ouais, autant vous dire que après Joe Jeep c'est quand même 80% du PIB de la Belgique. Oui, avoué, parce qu'il y a aussi toute l'économie souterraine du pays. On n'en parle pas. Ah, le trafic de frites. Voilà, c'est voilà la mafia, la fritosita, comme on dit. La fritosita. Ce nom de mafia. Il est con, il me fait rire. On déconne pas. Non mais eux, voilà, on déconne pas parce que voilà, le dernier qui a déconné, c'est pas compliqué. Il finit dans une marmite d'huile et ensuite mangé par des cochons qui chantent. Il est bon mon cornet, il est bon. Putain, des cochons qui chantent. L'huile, c'est de l'huile de chanvre. Bon, on vous fait des gros bisous. On se retourne assez vite pour un podcast parce que bon, voilà, on fera peut-être des mini podcasts e-sport avec les HCT. Il y en aura, ou alors peut-être vous en aurez un dans 2 semaines qui fera les 2 HCT d'un coup. Soit vous en aurez 2, un pour l'Amérique, un pour l'Asie, soit vous en aurez un gros à la fin de l'Asie. Voilà, à part s'il y a des grosses news qui arrivent sur Hearthstone. Pour l'instant, je suis pas convaincu. On est en septembre, la prochaine extension elle est pour décembre. À mon avis, on va avoir un mois et demi d'une tranquillité. Tranquillitaire. Ouais. Voilà, des bisous les copains et on se retrouve très vite. Sur Joe Jeep et sur plein d'endroits, notre chaîne, des signaux de fumée, tout ça. Aux Bahamas pour les 5000. Bien sûr, des bisous. Ciao ciao.